grand-père, il a construit ça en 1920. Il est arrivé sur la Monnerie, il habitait Fédy, la commune de Saint-Rémy-sur-du-Rôle. Et en 1907, il est descendu à la Monnerie. Il avait acheté une petite affaire et avec son voisin, ils avaient tous les deux deux maisons. Mais le rez-de-chaussée, c'était des usines, tous deux usines. Et avec son voisin, ils ont construit un atelier tous les deux. Ils ont reconstruit leur maison ensemble. Donc après, il a intégré l'atelier qui est fabriqué ici. Il y a des vannes, comme c'est la caractéristique du pays quand même. Hein, tout ces baies vitrées avec des petits carreaux. Quand on était gamin, tu sais, on était dans le jardin dehors, là, et puis on montait souvent à l'atelier, quoi. Puis on commençait à bricoler quelques couteaux comme ça, des couteaux tout simples. Hein. Et les ouvriers nous montraient tout ça. Quand on était adolescents, bon, on venait de temps en temps, mais on nous occupait toujours pendant les vacances, tu vois, s'il y avait des petits travaux. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 50, les gens qui étaient à l'usine, là, ils étaient souvent paysans et ils étaient ouvriers à l'atelier. Hein. Donc des fois, quand c'était la période des foins ou des moissons, ben, ils étaient obligés de quitter il faisait beau, ils quittaient l'atelier pour aller faire leurs travaux des champs. Après, quand on a eu le permis de conduire, par exemple, eh bien alors notre premier travail, c'était d'aller faire les courses. C'est-à-dire, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'ouvriers à domicile. On avait les émouleurs, les monteurs, et puis les fournisseurs divers. Et on nous préparait les caisses et on faisait la tournée des monteurs. Et on allait du côté de Chabreloche, Léfan, là ça s'appelait, souvent. On allait du côté des Aumades. Et on avait des gens qui étaient souvent célibataires. Ils étaient un peu près de la bouteille, quoi, aussi. Alors, des fois, il fallait partager la chose. Là. Alors ça, c'était pas évident. Hein. Il y a des fois où on faisait ça un peu à regret, hein, parce que le ménage n'était pas fait tous les jours, dans les verres et tout, tu vois. Nettoyer avec un sac ou n'importe quoi. Alors, bon, mais bon, on n'en est pas mort. Hein. Mon grand-père, il travaillait, et mon père aussi, il travaillait au départ, il avait fait des modèles pour les couteliers de tiers, hein, des marchands. Et puis après, il a fait pour Bélinier des modèles qu'il lui demandait de faire, quoi, qui n'étaient pas personnels finalement. Puis peu à peu, il a créé des modèles lui-même. Et quand il a vu, bon, il y avait des clients qui existaient, qui avaient de la demande, mais il est parti lui-même pour vendre ses propres modèles. Et après, en 1972, mon papa, pour la première fois, il m'a amené en voyage, comme on dit. On est allé à Bordeaux. Il y a longtemps qu'il n'avait pas fait la tournée. On a fait la première tournée ensemble. Et puis après, bon, j'ai volé de mes propres ailes, quoi. J'ai pris ma mallette avec ma collection. Et puis j'avais une liste de clients que j'avertissais de mon passage. C'était mon premier travail, quoi. Parce que ce qui est le plus important, c'est la vente, quand même. Hein. C'est de vendre et de fabriquer après. Alors que dans le temps, on fabriquait puis on vendait après. Et après, quand bon, je suis resté un moment à l'atelier, il y avait la personne qui s'occupait du magasin et il faisait l'aiguisage, par exemple, et puis la personnalisation des couteaux au nom du client. Il a eu une maladie, enfin une grande maladie, en 77, il n'y avait personne qui le faisait. Donc j'ai pris sa place pour marquer, pour poinçonner les couteaux au nom du client. C'est comme ça que, de fil en aiguille, quand il manquait quelqu'un, eh j'ai appris à faire le travail que la personne était absente. Voilà. Finalement, on a toujours vécu dedans, puis on faisait une forme de couteau traditionnel déjà. Donc tous les outillages, tout était là pour fabriquer tout ça. C'est sa caractéristique principale. Comme on faisait nos modèles à nous, on avait pratiquement tout était rassemblé dans notre atelier à nous. Et on faisait la préparation des pièces, qu'on amenait au montage à l'extérieur. Et après, on faisait la finition des couteaux qui revenaient de chez le monteur.
Et l'expédition, la facturation, tout se faisait là. Donc j'avais déjà vu des outils qui m'interpellaient. Je ne les voyais plus après. Donc le jour où j'ai pu en revoir, j'ai dit il faut qu'on les ramasse. Voilà, c'est ça qui a provoqué un peu ça. C'est en août 2006, ouais, je suis allé à la déchetterie à Sérigny-sur-du-Rhône. Et puis au fond de la benne, j'ai reconnu des objets que je voyais dans les ateliers des monteurs. C'est là que j'ai dit, ça y est, c'est en train de foutre le camp, quoi. Il faut se dépêcher de récupérer ça. Alors donc j'avais un excellent ami là, qui était libraire à la monnerie, Loulou. C'était un demi-frère presque, quelqu'un, super gentil. Et puis on s'est dit, pourquoi tout ça, il faut qu'on y organise. Puis il y a eu aussi la conjonction de l'étude du patrimoine coutelier, l'inventaire. La personne qui faisait l'inventaire, elle avait rencontré des gens que nous avons rencontrés à notre tour, et avec qui on a sympathisé. Et voilà, ce qui fait que ça s'est étendu comme ça. C'était Loulou, mon ami, et puis Solange Doury-Chastel. On a fondé l'association comme ça. L'association s'appelle Animation, Patrimoine et Culture. Les premières manifestations qu'on a faites, c'était les journées du patrimoine de pays. Le thème, c'était rue et chemin. Et nous avons un personnage natif de la monnerie, de Sérigny-sur-du-Rhône à l'époque, hein, et qui s'appelait Fernand Planche, qui avait écrit le livre du Rôle. Et c'est un peu le fil rouge de l'association, parce qu'il a décrit la vie des émouleurs dans le Rouet, et puis de quelques personnes qui tournaient autour. C'était le trempeur, c'était le montage qui se faisait à la maison, qu'il explique dans son livre. Et donc on est allé dans les rues de la monnerie, on a recherché des documents sur Fernand Planche pour en savoir un peu l'histoire. En plus, c'était un ami de mon papa. Cet écrivain, il est parti dans la région parisienne relativement tôt, parce qu'il était anarchiste et il a été vivre sa vie là-haut. Hein. Et quand mon papa est parti, il était parti jeune, il avait quitté son père un petit moment pour se faire les dents un peu. Et alors, récemment, il était avec lui, quoi. Il a navigué un peu avec lui. On a fait après le patrimoine, donc on se considérait un peu comme les Emmaüs de la coutellerie, parce que les gens, quand ils ont vu qu'on ramassait les vieux outils, les vieilles choses et tout, ils ont dit, on en a chez nous, est-ce que vous pouvez? Et voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à faire pas un musée, on appelle ça le conservatoire du savoir-faire. Une fois, nous sommes allés j'étais avec mon épouse, on est allé visiter le musée de la Faux à Pont-Salomon, dans la Haute-Loire. On discute, il y avait le conservateur, là, c'est quelqu'un de très intéressant. Puis il me dit comme ça, tiens, on fait une fête de la Saint-Éloi, est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit pourquoi pas. Hein. Alors on a rassemblé tout ça, et tout, puis on est parti. Et puis on a fait la démonstration à la Saint-Éloi. Et bon, ça a pris. Tout de suite, on a vu que les gens étaient intéressés, quoi. Ils ont vu le caractère authentique de la chose. Il y a des gens qui nous ont vus, ils nous ont dit, tiens, l'année prochaine, on organise une fête ici et là, est-ce que vous voulez pas venir? Puis de fil en aiguille, voilà, on est arrivé qu'on est connus, quoi. Il y en a un qui c'est pas tout c'est le chien, là. Lui, il est pépère. Tout ça, c'est pour dire, c'est quand même, cette association, c'est quand même une œuvre collective, quoi. Je veux dire, par hasard, on a eu des idées et tout, puis ça a plu aux gens, quoi. Rassemblés autour de ça. On en charge les gens pour le crâne d'Agala. Il y a 40 ans d'aujourd'hui, on va faire la grande. Encore une autre dame qui ne dit rien quand il fait quelque chose. Mais moi, je les faisais dans mon garage, ma femme m'a défendu les danser. On a fait aussi cette partie culture, hein, le troisième volet de l'association. Hein. Donc c'est un peu de rassembler les documents. Hein. Bon, on a des gens, par exemple, qui sont collectionneurs de cartes postales et tout. Et sur la monnerie, on avait la chance d'avoir un photographe et qui a fait éditer les cartes postales, ce qui fait qu'on a extrêmement
de carte postale sur l'aumônerie et on peut voir l'évolution. C'est suite à la voie de chemin de fer, hein, finalement. Alors, est-ce que tu veux nous parler de la différence qu'il y a entre Thiers et l'aumônerie? Ah là là, ouais. Ouais, oh, ben, de toute façon, il faut bien savoir que au départ, comme mon grand-père, il travaillait pour les grands marchands de la ville de Thiers, hein, c'est tout. Hein. Donc, nous, on était un petit peu. La montagne, c'était les manœuvres c'était la main-d'œuvre de la fabrication, parce que ça a été dit dans l'inventaire du patrimoine, tu sais, on a recensé 1200 ateliers avec des vannes hein, sur la montagne thiernoise. Hein. Alors ça veut dire que la montagne, c'est une grande usine. Hein. Mais il y avait une foule de personnes Alors il y avait ceux qui travaillaient à temps plein comme pour la coutellerie, comme les forgerons, ils étaient obligés, ils étaient mouleurs aussi. Hein. Et puis les autres qui étaient monteurs, qui faisaient les paysans et qui faisaient le montage en même temps, quoi, et la finition après. Il y avait des gens qui avaient des métiers où il était impossible de passer à côté, quoi, hein, où c'était le passage obligatoire pour fabriquer des couteaux. Hein. Alors ceux-ci, ils avaient un peu de pouvoir, tu comprends. Alors c'était un peu le cas des émouleurs qui étaient les seigneurs, hein, parce que si le couteau ne coupe pas, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, donc ils se rassemblaient. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont fondé le syndicat du émouleur, tu sais. Il y a un petit esprit anarchiste dans la montagne, ça c'est certain. Hein.